L'odeur de la poudre brûle encore mes narines quand je ferme les yeux. 74 ans à porter ce fardeau, et ma mémoire me trahit encore, avec la précision cruelle d'une embuscade. C'était le 15 juillet, une chaleur de 47 degrés dans la vallée de Daraz, et je sentais le goût métallique de la peur dans ma bouche quand la première balle a fracassé la roche à côté de ma tête. Crac! Le son sec du tir de sniper a coupé le silence mortel de cette vallée maudite. Ma main gauche tremble encore quand je me rappelle comment j'ai agrippé mon FAMAS avec trop de force, les doigts collés au métal brûlant sous le soleil afghan. La poussière, trop de chaleur, et ce silence. Un silence qui ne devrait pas exister en zone de combat. « Putain, contact, contact !» a crié Dubois dans la radio. Mais c'était déjà trop tard. J'avais 22 ans alors. Caporal du 2e régiment d'infanterie parachutiste détaché à Kapisa avec 11 autres soldats français pour une mission qui devait durer 48 heures. 48 heures qui se sont transformées en 6 jours d'enfer dont seul moi suis revenu pour témoigner. Aujourd'hui, assis dans mon fauteuil à Toulouse, avec mes petits-enfants qui courent dans le jardin et l'odeur de lavande dans l'air, je peux encore sentir le sable chaud entre mes dents et entendre ces voix. Des voix qui ne devraient pas être là, qui appellent mon nom dans l'obscurité. Vous qui avez déjà ressenti le poids des années, vous savez que certaines cicatrices ne se referment jamais complètement. La mienne s'appelle Vallée de Daraz. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité sur ce qui s'est passé pendant ces jours où la mort a dansé autour de moi et où j'ai été le seul à rester pour témoigner de l'impossible. Je m'appelle Pierre Moreau. Je suis né à Lyon en 1950, fils d'un ouvrier de chez Renault et d'une institutrice qui m'a appris que l'honneur vaut plus que la vie. Quand j'ai eu 18 ans, le monde portait encore les cicatrices de l'Algérie et j'ai grandi en écoutant les histoires non racontées des vétérans qui revenaient brisés de ces sables africains. Je me suis engagé dans l'armée de terre française en 1970, poussé par un mélange de patriotisme juvénile et de soif d'aventure que seuls les fous de 20 ans peuvent soutenir. J'ai fait les Alpes, la Guyane française, jusqu'à ce qu'en 2001, à 51 ans, quand j'aurais dû penser à la retraite, je me retrouve à embarquer pour l'Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité. Vétéran, oui, mais avec encore du feu dans les veines. Sergent-chef alors, responsable de former les plus jeunes et maintenir le moral de la troupe. J'avais une épouse, Claire, qui m'attendait à la maison en faisant ses croissants qui fondaient dans la bouche et 2 petits-enfants qui savaient à peine dessiner des petits soldats dans leur cahier d'école. Mon unité était composée de 12 hommes du 2e RIP, le 2e régiment d'infanterie parachutiste de Pamiers. Dubois, notre capitaine, avait 30 ans et une cicatrice au menton qu'il avait gagnée en Bosnie. Il y avait aussi Laurent, le tireur d'élite, qui pouvait toucher une pièce de monnaie à 300 mètres. Thomas, notre médecin de combat, qui portait des photos de sa fiancée collées à l'intérieur de son casque. Et Benoît, le plus jeune, 19 ans, qui écrivait encore des lettres à sa mère chaque semaine sur du papier à en-tête de l'armée. Nous étions une famille. Des soldats français unis par le devoir, par la discipline de nos ancêtres qui avaient combattu à Verdun, et par cette confiance aveugle que seuls ceux qui partagent les tranchées peuvent comprendre. Quand nous avons reçu l'ordre de patrouiller la vallée de Daraz, une région soi-disant sécurisée selon les rapports de renseignement, nous avons plaisanté que ce serait comme une promenade de santé dans le désert. Bordel, comme je me trompais. La vallée se trouvait à 40 km au sud de notre FOB, Forward Operating Base de Nijrab, dans la province de Kapisa. Une faille étroite et sinueuse entre des montagnes rocheuses de grès rouge où, selon nos informateurs, des éléments talibans dispersés se regroupaient pour organiser des attaques contre nos convois de ravitaillement. Notre mission, infiltration nocturne, observation pendant 48 heures, identification des cibles, élimination si nécessaire. Du travail de routine pour des paras aguerris. « Pierre, tu es déjà trop vieux pour ces conneries », plaisanta Laurent la veille du départ, démontant son FR F2 avec la précision d'un horloger suisse.
Il faut bien que quelqu'un s'occupe de vous, bande de mômes, répondis-je en tirant une longue bouffée de ma gauloise. En plus, qui d'autre va vous raconter des histoires de cul pour passer le temps? Nous rions alors, attablés dans le mess de notre base temporaire, l'air conditionné qui ronronnait en arrière-plan et l'odeur du café lyophilisé qui masquait celle de la sueur et du cordite. Nous ne savions pas encore que ce serait la dernière fois que nous ririons tous ensemble. Aujourd'hui, ici, dans ma maison de retraite à Toulouse, mes 74 ans m'ont rattrapé plus vite que les balles afghanes, entouré de mes 5 petits-enfants qui viennent me voir le dimanche et qui me demandent toujours de leur raconter mes aventures. Je peux encore voir chaque visage, entendre chaque voix, sentir l'odeur du tabac brun de Laurent mélangée à celle du désinfectant médical de Thomas. Claire est partie il y a 3 ans. Un cancer foudroyant qui l'a emporté pendant que j'apprenais enfin à dormir sans me réveiller en sursaut, la main cherchant instinctivement mon arme de service. Maintenant, il n'y a plus que moi, ces souvenirs qui me dévorent de l'intérieur, et cette histoire que je dois raconter avant que le temps efface les dernières traces de mes camarades disparus. Parce que vous, qui avez peut-être porté l'uniforme ou qui connaissez quelqu'un qui l'a porté, vous savez qu'il existe des vérités que les rapports officiels ne captureront jamais. Des vérités qui vivent dans l'âme des survivants et qui hantent leur nuit jusqu'au dernier souffle. Le briefing a eu lieu à 0500 heures dans la tente de commandement. L'air encore frais du petit matin afghan qui portait l'odeur âcre des générateurs diesel et du café réchauffé. Le colonel Blanchard, un breton au visage buriné par 20 ans de service, étalait les cartes topographiques sous la lumière blafarde des néons militaires. « Messieurs, la vallée de Daraz », commença-t-il en pointant une zone étroite, marquée en rouge sur la carte. Coordonnées 35,2 degrés nord, 69,8 degrés est, 3 km de long, 500 mètres de large au maximum. Nos sources locales signalent un regroupement de 15 à 20 insurgés depuis une semaine. Je me souviens du goût du café lyophilisé qui me brûlait la langue, de la façon dont Benoît prenait des notes frénétiquement dans son carnet, ses mains de gamin qui tremblaient légèrement. Pas de peur, juste d'adrénaline. À 19 ans, c'était sa première mission d'envergure. L'objectif est simple, continuait le colonel. Infiltration à pied depuis la zone d'atterrissage Bravo à 2300 heures. Marche d'approche de 8 km de nuit. Position d'observation sur la crête nord de la vallée avant l'aube. 48 heures de surveillance, puis extraction par hélico au point Charlie. Laurent leva la main, son éternel cure-dent entre les dents. Mon colonel, quelle est la couverture aérienne prévue? Un Mirage 2000D en stand-by à Bagram. Temps de réaction, 15 minutes maximum. Blanchard marqua une pause et nous regarda tous, un par un. Messieurs, c'est du routine. Cette vallée est censée être sous contrôle depuis 6 mois. Nous avons juste besoin de confirmation visuelle pour clôturer le secteur. Censé être sous contrôle. Ces mots résonnent encore dans ma tête aujourd'hui, avec l'amertume de l'ironie. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant... Thomas, notre médecin, vérifiait sa trousse de secours pour la énième fois. Morphine auto-injectable, pansement hémostatique, soluté de réanimation. Des gestes automatiques qu'il répétait depuis des années. Mais cette fois-là, quelque chose dans ses mouvements me paraissait différent. Plus nerveux, plus pressé. Pierre m'appela Dubois après le briefing, alors que les autres préparaient leur équipement. « Tu ressens quelque chose de bizarre, toi aussi ?»« Quoi, capitaine ? Je ne sais pas. Cette mission. Trop facile, tu ne trouves pas ? 48 heures dans une vallée sécurisée pour observer 15 mecs avec des calaches ? On envoie d'habitude une section entière pour ce genre de boulot. Je me souviens d'avoir haussé les épaules, tirant une dernière bouffée de cigarette avant de l'écraser sous ma botte. L'air sentait déjà la chaleur qui monterait avec le soleil. Les huiles veulent peut-être économiser les munitions, répondis-je. Ou alors, ils nous font confiance pour faire du travail propre. Dubois hocha la tête, mais je voyais dans ses yeux cette inquiétude sourde que tous les soldats expérimentés connaissent. Cette petite voix intérieure qui murmure que quelque chose cloche, sans pouvoir mettre le doigt dessus. À 1400 heures, nous avons fait un dernier check de notre matériel. Chacun portait 40 kilos d'équipement.
Gilet pare-balles, casque Kevlar, FAMAS avec 6 chargeurs, grenades, radio de campagne, ration pour 3 jours, 4 litres d'eau, matériel de bivouac, lunettes de vision nocturne. Laurent avait en plus son FR-F2 et sa longue vue Zeiss. L'hélicoptère Caracal nous a déposés à la zone d'atterrissage Bravo à 23 heures précises. Le pilote, un adjudant de l'ALAT que nous connaissions bien, nous a fait un signe de la main avant de redécoller dans un tourbillon de poussière et de bruit. « Bon, les gars, on y va ?» murmura Dubois dans sa radio. « Formation en colonne, distance de sécurité de 10 mètres, Pierre en tête, moi derrière, Laurent couvre nos arrières. La marche d'approche s'est déroulée sans incident. 8 kilomètres de terrain rocheux et de buissons épineux sous un ciel constellé d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient à portée de main. Le silence du désert nous enveloppait, ponctué seulement par le bruit étouffé de nos pas et le cliquetis métallique de notre équipement. À 04h30, nous avons atteint notre position d'observation sur la crête nord de la vallée de Daraz. Et c'est là que j'ai senti pour la première fois cette odeur étrange. Pas celle habituelle du désert, sable chaud, épineux desséché, pierres brûlées par le soleil. Non, quelque chose de plus lourd, de plus organique, comme de la viande avariée mélangée à l'encens. « Tu sens ça ?» chuchotai-je à Laurent, qui installait sa longue vue. « Quoi donc ? Cette odeur, on dirait, je ne sais pas, quelque chose de mort. » Laurent renifla l'air, fronça les sourcils, puis secoua la tête. « Moi je ne sens rien, vieux. Tu es sûr que ça va ?» J'ai hoché la tête, mais cette odeur ne me quittait plus. Elle s'intensifiait même, comme si elle montait du fond de la vallée pour venir nous envelopper. Et pendant que nous prenions position pour nos 48 heures de surveillance, je ne pouvais pas savoir que la vallée de Daraz nous regardait déjà. Le premier jour s'est écoulé dans un calme trompeur. Nous avions installé notre poste d'observation dans un amas rocheux qui surplombait la vallée, avec une vue dégagée sur toute la longueur du défilé. Laurent, avec sa longue vue, scrutait chaque recoin pendant que Thomas et moi nous relayions sur les jumelles militaires. Benoît tenait la radio, Dubois coordonnait. Rien, absolument rien. Pas un mouvement, pas un reflet d'armes, pas même un animal. La vallée semblait vidée de toute vie, comme si quelqu'un avait aspiré l'air lui-même. Seule cette odeur persistait, cette puanteur de charogne qui me montait aux narines par vagues, surtout quand le vent tournait. Contact radio avec la base toutes les 4 heures, rappela Dubois. Prochain appel à 1600 heures. La chaleur était écrasante, 48 degrés à l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre. Le soleil afghan tapait sur nos casques comme un marteau-piqueur, et malgré nos gourdes, l'eau tiédissait et prenait un goût métallique qui donnait la nausée. C'est à 1847 heures, alors que le soleil commençait à décliner derrière les crêtes ouest, que tout a basculé. « J'ai quelque chose », murmura Laurent dans sa radio individuelle. Nous nous sommes tous figés. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, ce rythme sourd que tous les soldats connaissent quand l'action va commencer. « Quoi ?» chuchota Dubois. Mouvement à 800 mètres, fond de vallée, près des rochers en forme de champignons. Impossible de compter combien ils sont, mais ils bougent. J'ai braqué mes jumelles dans la direction indiquée. Au début, rien. Puis j'ai vu des ombres qui se déplaçaient entre les rochers, rapides, presque furtives. Mais quelque chose clochait. Ces mouvements, ils n'étaient pas naturels, trop fluides, trop coordonnés. « Putain, ils sont combien ?» demanda Thomas, la voix tendue. « Difficile à dire », répondit Laurent. « Ils se fondent dans le décor. Attendez, merde, le premier coup de feu a claqué à 1851 heures précises. Un crac, la balle a sifflé au-dessus de nos têtes et s'est écrasée dans la roche derrière nous, projetant des éclats de pierre qui m'ont entaillé la joue. Le goût du sang s'est mélangé à celui de la poussière dans ma bouche. « Contact! Contact !» hurla Dubois dans sa radio. « Nous sommes pris sous le feu! Position Charlie Delta 7. » C'est là que l'enfer s'est déchaîné. Les tirs venaient de partout, de la vallée, mais aussi des crêtes sur nos flancs. Nous étions encerclés. Les balles ricochaient sur les rochers autour de nous, avec ce bruit métallique que je n'oublierai jamais. Zing! Zing!
comme des guêpes en colère. « Laurent, où sont les tireurs ?» cria Dubois, en essayant de joindre la base par radio. « Partout, putain! Ils sont partout !» J'ai vidé mon premier chargeur vers les positions que je devinais dans la vallée. Le FAMAS qui chauffait entre mes mains. L'odeur de la cordite qui se mêlait à cette puanteur de mort qui ne nous quittait plus. Mes oreilles sifflaient, ma vision se rétrécissait. Thomas rampait vers Benoît qui venait de prendre une balle dans l'épaule. Le gamin hurlait, pas de douleur mais de rage, continuant à tirer de sa main valide. « Ça va aller, mon pote !» lui criait Thomas en déroulant un pansement compressif. « Juste une éraflure !» Mais je voyais dans les yeux du médecin que ce n'était pas qu'une éraflure. Le sang coulait trop vite. « Base Alpha, ici Charlie 6 », répétait Dubois dans sa radio. « Demandons appui aérien immédiat », répète, « appui aérien immédiat, parasites, rien que des parasites. La radio déconne !» hurla-t-il. « On n'arrive pas à joindre la base. » C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose qui défie encore aujourd'hui toute logique. Dans la vallée, entre les rochers, j'ai aperçu une silhouette, puis une autre, puis d'autres encore. Mais elle ne bougeait pas comme des hommes. Elle glissait. Oui, c'est le seul mot qui convient. Elle glissait entre les obstacles, sans effort, comme des ombres portées par le vent. « Dubois !» criai-je. « Regarde dans la vallée, tu vois ça ?» Mais quand il a braqué ses jumelles, les silhouettes avaient disparu. Le combat a duré 3 heures. 3 heures d'enfer où nous avons brûlé toutes nos munitions, où l'un après l'autre, mes camarades sont tombés. Laurent a pris une balle en pleine tête à 2047 heures. J'ai vu son crâne exploser dans une gerbe rouge qui a éclaboussé mon gilet pare-balles. Thomas s'est effondré 10 minutes plus tard, touché au ventre, ses mains qui tentaient vainement de retenir ses intestines. Un par un, il tombait et moi je continuais à tirer, à ramper, à survivre, sans comprendre pourquoi les balles m'épargnaient. Quand le silence est retombé, vers 2200 heures, j'étais seul. Seul avec 11 corps autour de moi et cette odeur de mort qui imprégnait maintenant tout mon être. Mais le plus étrange, ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est que malgré les 3 heures de combat intense, malgré les centaines de balles tirées dans notre direction, je n'ai jamais vu un seul ennemi, pas un, comme si nous nous battions contre des fantômes. La nuit qui a suivi le massacre a été la plus longue de ma vie. J'étais tapi entre les corps de mes camarades, mon FAMAS serré contre ma poitrine, guettant le moindre bruit, le moindre mouvement. L'odeur du sang se mêlait à cette puanteur de charogne qui semblait maintenant sourdre de la terre elle-même. Vers 0300 heures, quelque chose d'impossible s'est produit. J'ai entendu la voix de Laurent. « Pierre, tu m'entends ?» Je me suis retourné brusquement, le cœur battant à tout rompre. Laurent était là, assis contre un rocher, sa tête reconstituée, ses yeux qui me fixaient dans la pénombre. Mais ses yeux, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes, plus sombres, plus profonds. « Laurent ?» chuchotai-je, ma voix qui se brisait. « Putain, Laurent, tu es vivant ? Écoute-moi bien, Pierre, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Sa voix était différente aussi, plus grave, avec des harmoniques étranges, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. « Il faut que tu quittes cet endroit. Maintenant, cette vallée, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Je ne comprends pas, balbutiai-je, mes mains qui tremblaient. Tu étais mort, Laurent. J'ai vu ta tête exploser. J'ai vu... La vallée de Daraz n'apparaît sur aucune carte militaire réelle, Pierre. Regarde. » Il me tendit ma propre carte topographique. Quand j'ai braqué ma lampe torche dessus, j'ai failli hurler. L'endroit où nous étions censés être était marqué en blanc. Espace vierge. Comme si cette vallée n'existait pas. Impossible, murmurai-je. Le briefing, le colonel Blanchard, les coordonnées... Réfléchis, Pierre. Quand as-tu vu le colonel Blanchard pour la dernière fois avant cette mission ? J'ai fouillé ma mémoire. Et là, l'horreur m'a frappé comme une gifle. Je ne me souvenais pas. Je me souvenais du briefing, de sa voix, de ses gestes, mais pas de l'avoir vu avant, ni après. Tu commences à comprendre, continua Laurent d'une voix qui n'était déjà plus la sienne. Cette mission n'existait pas, cette vallée. Elle attire les soldats depuis des décennies. Elle se nourrit. Se nourrit de quoi ? De la culpabilité, de la douleur,
du sentiment de survie injustifié. Tu te demandes pourquoi tu es le seul à avoir survécu, n'est-ce pas? C'était vrai. Cette question me rongeait depuis le début du combat. Pourquoi moi? Pourquoi pas Benoît qui avait toute la vie devant lui? Pourquoi pas Thomas qui allait se marier? Pourquoi pas Laurent qui était le meilleur d'entre nous? Parce que quelqu'un doit témoigner, Pierre. Quelqu'un doit porter le poids. Et cette vallée, elle choisit toujours un survivant. Autour de nous, d'autres voix ont commencé à s'élever. Thomas, Benoît, Dubois, tous mes camarades morts qui me parlaient maintenant d'une seule voix. Il y en a eu d'autres avant vous, disait-il. Des Américains en 1987, des Soviétiques en 1984, des Britanniques en 1919. Tous venus répondre à des missions qui n'existaient pas. Tous tombés dans ce piège. Tous, sauf un. Un seul survivant à chaque fois, reprit Laurent, pour porter la mémoire, pour que la vallée continue d'exister dans le monde des vivants. Je me suis mis à ramper vers l'arrière, terrorisé, mais les voix me suivaient. Tu ne peux pas fuir, Pierre. Pas encore. D'abord, tu dois comprendre le prix de ta survie. C'est alors que j'ai vu, gravés dans la roche derrière moi, des noms, des centaines de noms, en anglais, en russe, en pachto, en français. Tous accompagnés d'une date et d'un nombre, 12, 8, 15, 11, le nombre de morts. Et en bas de chaque liste, un nom seul, sans date de mort. Les survivants. Au bas de la paroi, quelqu'un avait gravé récemment, 2e RIP, 2001, 11 morts. Et en dessous, attendant d'être complété, Pierre Moreau. Maintenant, tu peux partir, murmurèrent les voix de mes camarades. Va raconter ton histoire. Fais-nous exister dans la mémoire des vivants. C'est ton fardeau, Pierre. C'est ton honneur. Quand j'ai relevé la tête, ils avaient tous disparu. Les corps, les voix, tout. Il ne restait que moi, seul dans cette vallée maudite, avec ma radio qui s'est soudain remise à grésiller. Charlie 6, ici Base Alpha, répondez. Charlie 6, répondez. J'ai attrapé le combiné d'une main tremblante. Base Alpha, ici Pierre Moreau. Mes camarades sont tous morts. Demande extraction immédiate. Reçu Pierre, on vient te chercher, tiens bon. Mais dans le grésil de la radio, j'ai cru entendre très faiblement la voix de Laurent qui murmurait « N'oublie jamais, Pierre, n'oublie jamais ». L'hélicoptère m'a récupéré 3 heures plus tard, au lever du soleil. Quand j'ai regardé en arrière, la vallée de Daraz ressemblait à n'importe quelle autre vallée afghane. Sèche, rocailleuse, banale. Mais les noms gravés dans la roche, eux, étaient toujours là. Je les avais vus. Et le mien était désormais ajouté à la liste des survivants condamnés à porter le poids des morts. Le retour en France a été un cauchemar éveillé. Des briefings interminables au centre médical militaire de Percy, psychiatre qui me regardait avec ce mélange de compassion professionnelle et d'incompréhension totale que je connais si bien maintenant. Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire ce qui défie la logique? Syndrome de stress post-traumatique sévère avec épisode hallucinatoire, lisait le docteur Rousseau dans mon dossier, ses lunettes perchées sur le bout du nez. Culpabilité du survivant, tendance dissociative, des mots. Rien que des mots pour étiqueter ce qui me dévorait de l'intérieur. Pierre, me dit-il lors de notre 10e séance, vous persistez à affirmer que cette mission n'existait pas officiellement. Nos archives montrent pourtant... Vos archives mentent, coupai-je sèchement. Ou alors, elles ont été falsifiées. Cette vallée, docteur, elle n'apparaît sur aucune carte réelle. J'ai vérifié. Il hochait la tête avec cette patience condescendante des psys qui pensent tout savoir. Le traumatisme peut altérer la perception des événements. Pierre, votre esprit a peut-être créé ces anomalies pour donner un sens à l'insensé. Mais moi, je savais. Je sentais encore cette odeur de charogne dans mes narines. J'entendais encore leur voix la nuit quand le silence de ma chambre d'hôpital devenait trop lourd. Claire venait me voir tous les jours. Ma pauvre Claire, avec ses yeux rouges de larmes et ses mains qui tremblaient quand elle touchait les miennes. « Tu vas t'en sortir », me répétait-elle. « Nous allons nous en sortir ensemble. » Mais comment lui expliquer que je n'étais plus vraiment son mari ? Que l'homme qu'elle avait épousé était resté dans cette vallée maudite avec 11 autres fantômes ?
que celui qui était revenu n'était qu'une coquille vide, condamnée à porter un fardeau qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Les nuits étaient le pire. Dès que je fermais les yeux, je me retrouvais là-bas. Laurent qui me parlait avec cette voix qui n'était plus la sienne. Thomas qui essayait de retenir ses entrailles avec ses mains ensanglantées. Benoît qui criait le nom de sa mère en vidant son chargeur vers des ennemis invisibles. « Pierre, réveille-toi !» me secouait Claire. « Tu cries encore !» Je me redressais, trempé de sueur, le goût du sang dans la bouche. Autour de moi, la chambre paisible de notre maison de Lyon, avec ses rideaux à fleurs et l'odeur de lavande de Claire. Mais l'odeur de charogne était toujours là, tapie dans un coin de mes narines, attendant son moment. C'est après 6 mois de thérapie que j'ai rencontré Marcel Durand dans un bar près de l'hôpital militaire. Un vétéran d'Indochine, 70 ans, qui noyait ses souvenirs dans le pastis depuis 1954. « Tu as ce regard », me dit-il après m'avoir observé vider mon 3e verre de cognac. « Ce regard de ceux qui ont vu l'indicible. Là, qu'est-ce que vous en savez ? Parce que j'ai le même, fiston. Dien Bien Phu, 1954. J'étais dans les derniers à tenir la cuvette. J'ai vu des choses qui ne devraient pas exister. » Il se pencha vers moi, sa voix qui baissait d'un ton. « Il y a des endroits sur cette terre où la mort a laissé des cicatrices, Pierre. Des endroits qui attirent les soldats comme des pièges. La vallée de Daraz, tu dis ? Moi, c'était la colline 506 en Indochine. Même histoire. Une mission bidon, une unité décimée, un seul survivant pour témoigner. Mon sang s'est glacé. Vous connaissez d'autres cas ? Des dizaines, fiston. Des centaines peut-être. Il y a tout un réseau informel de survivants comme nous. Nous nous reconnaissons. Nous savons. » Il vida son pastis d'un trait et me fixa de ses yeux délavés par l'alcool et les années. « La question n'est pas de savoir si ce que tu as vécu était réel ou non. La question est, que vas-tu faire de ce fardeau ? Tu peux le laisser te détruire comme tant d'autres avant toi, ou tu peux l'accepter et vivre avec. Comment on vit avec ça ? En honorant leur mémoire, en racontant leur histoire, en acceptant que tu n'es pas responsable de leur mort, mais responsable de leurs souvenirs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans cauchemar. Laurent et les autres étaient toujours là, mais ils ne criaient plus. Ils attendaient, patiemment. J'ai compris alors que mon retour à la vie passait par l'acceptation de ce que j'étais devenu, le gardien de 11 mémoires, le témoin d'une vérité que peu de gens pourraient croire. Et petit à petit, j'ai appris à porter ce poids. Non pas comme une malédiction, mais comme un honneur. L'honneur de faire vivre mes camarades dans les mots, dans les souvenirs, dans les histoires que je raconte à ceux qui veulent bien écouter. Aujourd'hui, 74 ans, assis dans ce fauteuil face à vous qui m'écoutez, je sais que Laurent, Thomas, Benoît et tous les autres ne sont pas vraiment morts. Ils vivent à travers moi, à travers cette histoire que je vous raconte. Et c'est peut-être ça finalement le vrai miracle de la vallée de Daraz. Non pas de tuer, mais de créer des gardiens de mémoire. Des hommes condamnés à témoigner pour que jamais, jamais, le sacrifice de leurs frères d'armes ne sombre dans l'oubli. 74 ans aujourd'hui, 3/4 de siècle sur cette terre, dont 23 a porté le poids de cette vallée maudite. Claire repose au cimetière de Loyasse depuis 3 ans maintenant, et mes enfants me regardent parfois avec cette inquiétude tendre qu'ont les descendants quand ils voient leurs ancêtres vieillir. Mais moi, je sais que mon heure n'est pas encore venue. Pas tant que cette histoire n'aura pas été racontée jusqu'au bout. Mes petits-enfants viennent me voir chaque dimanche. 5 petites frimousses qui courent dans le jardin de ma maison de retraite, qui grimpent sur mes genoux arthritiques et me demandent « Dis, papy, raconte-nous tes aventures ». Comment expliquer à Léa, 8 ans, aux yeux bleus de sa grand-mère, que papy a vu des fantômes? Comment dire à petit Thomas, 6 ans, qui porte le nom de mon camarade mort, que certaines vallées dévorent les hommes pour s'en nourrir? Alors, je leur raconte des versions édulcorées. Des histoires de soldats courageux, de missions héroïques, de camaraderie et d'honneur. Ils repartent avec des étoiles dans les yeux, persuadés que leur grand-père était un héros. S'ils savaient, mais il y a vous, maintenant.
Vous qui m'écoutez avec cette attention particulière de ceux qui comprennent que certaines vérités ne peuvent être dites qu'à voix basse, entre hommes qui ont vécu assez longtemps pour accepter l'inacceptable. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre. Pas de timbre, pas d'expéditeur identifiable. À l'intérieur, une photo satellite récente de la région de Kapisa, en Afghanistan. Et au centre, cerclé au marqueur rouge, une vallée étroite entre 2 crêtes rocheuses. La vallée de Daraz. Sous la photo, quelques mots manuscrits. Nouvelle mission prévue. 12 hommes. Un survivant nécessaire. Merci pour votre service. J'ai brûlé cette lettre immédiatement, mais pendant des nuits entières, j'ai entendu la voix de Laurent qui murmurait « Elle recommence, Pierre. Elle a faim. » C'est pour ça que je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Parce que quelque part, dans une base militaire française ou alliée, 12 hommes se préparent peut-être pour une mission qui n'existe pas. Parce que la vallée de Daraz attend son prochain repas, son prochain survivant. Et parce que vous qui m'écoutez, vous avez peut-être un fils, un neveu, un ami qui porte l'uniforme. Si jamais il vous parle d'une mission dans une vallée qui n'apparaît sur aucune carte, si jamais il mentionne des coordonnées 35,2 degrés nord, 69,8 degrés est, si jamais il évoque cette odeur de charogne qui monte du désert, arrêtez-le, par tous les moyens. Moi, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Mes articulations me font mal. Ma vue baisse, et parfois je confonds le visage de mes petits-enfants avec celui de mes camarades disparus. Mais jusqu'à mon dernier souffle, je porterai leur mémoire. Laurent Dubois, tireur d'élite du 2e RIP, mort à 24 ans d'une balle en pleine tête. Thomas Martin, médecin de combat, mort à 26 ans en tentant de sauver ses camarades. Benoît Rousseau, 19 ans, qui écrivait encore à sa maman et qui est mort en criant son nom. Et 8 autres, dont les noms sont gravés dans ma mémoire comme ils sont gravés dans la roche de cette vallée maudite. Ils ont existé, ils ont ri, ils ont eu peur, ils ont aimé, ils ont espéré, et ils sont morts pour que je puisse témoigner, pour que leur sacrifice ne soit pas vain, pour que leur histoire traverse les années et vienne jusqu'à vous. Vous qui avez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, vous qui comprenez maintenant pourquoi certains vétérans ont ce regard distant, cette façon de sursauter au moindre bruit, cette manie de vérifier sans cesse les cartes, racontez cette histoire, transmettez-la, gardez-la vivante, parce que c'est comme ça qu'on honore les morts, en refusant de les laisser sombrer dans l'oubli. Et si vous croisez un jour un ancien combattant au regard hanté, dans un bar, dans un parc, dans une file d'attente, écoutez-le, vraiment. Parce que derrière ces mots, il y a peut-être d'autres Laurent, d'autres Thomas, d'autres Benoît, qui attendent juste qu'on se souvienne d'eux. Moi, Pierre Moreau, ancien sergent-chef du 2e régiment d'infanterie parachutiste, je vous ai dit la vérité, toute la vérité. À vous maintenant d'en faire ce que vous voulez. Et si cette histoire vous a touché, si elle résonne en vous, racontez-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Partagez vos propres souvenirs, vos propres rencontres avec ceux qui ont servi. Abonnez-vous pour d'autres témoignages de ceux qui ont vu l'indicible et qui continuent de porter leur mort dans leur cœur. Parce qu'au final, nous sommes tous les gardiens de quelqu'un. Et c'est peut-être ça, la seule victoire possible contre les vallées maudites de ce monde. Se souvenir, témoigner, transmettre. Jusqu'au dernier souffle. Honneur et patrie.